Bienvenue, merci d'avoir bravé le froid pour venir parler marché public, simplification et des maths. Donc cet atelier de cet après-midi qui est dédié en fait aux plateformes de démat pour préparer les échéances d'octobre 2018 aura vraiment un aspect très concret puisqu'on va parler à la fois de qu'est-ce qui nous attend et puis comment un certain nombre d'acteurs sur toute la France se sont organisés pour vous accompagner. Donc je vais vous présenter donc les différents intervenants. Donc Daniel Coissard, directeur de Maximilien, qui voilà, d'abord un passé informaticien, puis après avoir donc œuvré au sein de e-Bourgogne, a rejoint le GIP Maximilien l'été dernier. Georges Bayard, donc de la DINSIC, qui est en charge de notamment les dispositifs de simplification et de MPS plus particulièrement, et puis qui nous fera aussi un petit point sur le DIM. On en a parlé ce matin, vous avez peut-être déjà participé à la présentation de l'organisation et de la préparation du DIM, mais en tout cas voilà, on fera un petit point aussi avec vous cet après-midi. Romain Thalès, donc, qui est responsable du recensement des données pour Etalab, des données que l'on retrouve sur la plateforme data.gouv.fr. Maciek Mourmilo, c'est comme ça qu'on prononce, qui est chef de projet à la plateforme territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté. Et puis Thomas Dubois, qui est chargé de mission à Mégalis Bretagne et qui lui aussi s'occupe de l'accompagnement des collectivités, notamment sur la question du tout des maths. Donc qu'est-ce qui nous attend 1er octobre 2018, échéance qui pour beaucoup d'entre vous sonne l'heure de la démat, et donc du coup un certain nombre de questions se posent. J'ai pas appuyé, voilà. Donc d'abord, on va peut-être poser un petit peu les choses pour savoir quelles sont les obligations qui seront en cours et qui seront mises en œuvre au 1er octobre. Et puis, même s'il y en a déjà qui vont démarrer au 1er avril, que ce soit pour les acheteurs, puisque il faut que les acheteurs soient prêts. Un certain nombre de collectivités d'acheteurs publics sont déjà sur ces questions depuis un certain temps, mais pas forcément peut-être toutes. Et puis aussi pour les entreprises, quelles sont pour les opérateurs économiques, quelles seront les obligations, sachant qu'aujourd'hui, on va dire qu'à peu près 50% des contributions, des réponses, je veux dire, sont des réponses dématérialisées. Il reste encore un large chemin à faire pour être prêt au 1er octobre 2018. Donc je vais passer la parole à Daniel Coissard qui va nous faire un point sur les différentes obligations. Donc comme on a un certain nombre d'intervenants, je n'ai pas de montre, mais voilà, je vais essayer de bien regarder le temps pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je ferai attention de ne pas être trop bavard. Voilà. Alors, rapidement pour les deux catégories. Donc, on a une première obligation qui arrive très très prochainement, qui est le 1er avril 2018 avec le IDUM. Donc, je laisserai plus Georges parler de IDUM et de MPS, qui sont en fait deux mesures de simplification qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et on a surtout pour les acheteurs une date qui est gravée dans le marbre depuis quelques années, qui est le 1er octobre 2018, où là, on aura un certain nombre d'obligations. La première, c'est de mettre à disposition gratuitement, quelle que soit la taille de la commune, son DCE sur un profil acheteur. Ce qui est important, c'est que chaque commune devra avoir son profil acheteur pour mettre à disposition ses documents. Et puis, pour toutes les consultations supérieures à 25 000 € hors taxe, c'est la dématérialisation de la phase de passation. Alors, on parle du tout des maths. L'obligation pour l'instant, c'est la phase de passation. On a le plan tout des maths qui a été présenté par la DAJ en cette fin d'année, l'année dernière, plutôt fin d'année dernière, qui va beaucoup plus loin. Mais pour 2018, le plus important, c'est la phase de passation. Et puis bien sûr, et c'est plus Romain qui présentera ça, c'est en fait les données essentielles de marché public, comment en fait du profil acheteur jusqu'à la publication sur Etalab et bien sûr la publication sur profil acheteur, quel est le cheminement qu'on va mettre en place. Et puis bien sûr,
il y a obligation côté acheteur, mais il y a aussi obligation côté opérateur économique. Donc pour les entreprises, eh bien, la réponse à partir de 25 000 €, voire moins si le règlement ou si vous le mettez en place dans vos règlements de consultation, devra être obligatoirement dématérialisé. Et surtout que quand on lit les derniers papiers, on sait que les réponses papier pourraient être considérées comme irrégulières. Et puis il y a été question, mais on n'a pas encore de certitude, que la signature électronique serait obligatoire à l'attribution. Je dirais plutôt pourrait être obligatoire. Je pense avoir fait le tour. Donc déjà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie déjà obligation, si tout le monde était bien en face sur ces questions-là. Tout établissement public. Soumis au marché public. Oui. Ça peut même être des entreprises qui auraient des subventions, dans le cas des SEM, où plus de 50% du marché concerne une subvention, ont une obligation de publication sur un profil acheteur. C'est le cas par exemple aussi des OPH, des SEM, voilà, de toute structure qui est pouvoir adjudicateur va être concernée par ces obligations d'octobre 2018. Donc MPS, donc marché public simplifié, donc initiative lancée en 2014 par les services de l'État. Donc Georges, plusieurs questions. D'abord, peux-tu nous rappeler déjà comment ça se présente côté acheteur et côté entreprise, et puis nous dire où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été un peu plus compliqué, et puis voilà, le DUM électronique demain, comment ça va être transposé, est-ce qu'on aura un DUM MPS, est-ce que l'un va remplacer l'autre, voilà. Parce que voilà, la simplification qui a été lancée au niveau français a été présentée voilà, au niveau européen, et on aimerait bien que la simplification d'MPS puisse être aussi en phase avec le DUM de demain. Ok, je te remercie. Donc je vais essayer de vous présenter le plus brièvement possible, puisque j'ai que 5 minutes. Pardon. Je vais essayer de vous présenter assez rapidement ce qu'est marché public simplifié, pour vous dire ensuite quelle est la trajectoire qu'on va connaître dans les prochains mois. Tout d'abord, une présentation rapide de MPS pour vous dire que c'est un outil dont l'ADN est faciliter l'accès aux TPE-PME au marché public. C'est un élément central du dispositif, c'est simplifier la candidature au marché public. C'est un dispositif pour les acheteurs publics qui est également totalement neutre pour eux, puisqu'il est gratuit, puisqu'il n'implique aucune mise en place de dispositif informatique particulier, puisque le dispositif MPS, en fait, il est intégré dans les plateformes existantes. Donc il n'y a rien à faire pour l'acheteur public pour le mettre en place de technique au niveau informatique. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire en termes de conduite de projet et de changement des pratiques, mais en tout cas sur le plan numérique, transformation numérique, il n'y a pas de transformation informatique à conduire. C'est un outil qui vise à simplifier drastiquement la phase de candidature d'une offre. Ça fonctionne comment ? La promesse de MPS, c'est je réponds à une offre, je suis entreprise, je réponds à une offre avec mon simple numéro de SIRET. C'est-à-dire que je supprime le DC1, DC2 et je supprime les pièces justificatives qu'on me demande habituellement, puisque j'en ai plus besoin, puisque en fait, c'est MPS qui va aller chercher dans les bases de données de l'administration les pièces justificatives dont j'ai besoin. Ok ? Donc on remplace le DC1, DC2 par un formulaire en ligne sur la place de marché, et on ne demande plus les pièces justificatives, puisque celles-ci sont amenées directement sur la place de marché par un dispositif dont je vous demande de ne pas retenir forcément le nom. C'est la paye entreprise qui est derrière et qui s'occupe de tout ce qui est transmission de ces pièces justificatives au pouvoir adjudicateur. Ok ? Donc en fait c'est un processus très simple qui simplement le pouvoir adjudicateur publie le marché. Il a la clé pour dire que c'est un marché MPS ou pas, c'est-à-dire que si je veux ne pas faire un marché MPS en tant qu'acheteur,
je peux le décider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour personne d'utiliser MPS pour un acheteur. Ensuite, même principe, l'entreprise répond, elle va en ligne, elle remplit l'équivalent du DC1, DC2 d'avant, mais sous format numérique, ultra simplifié, parce qu'en fait, en ayant indiqué le numéro de SIRET, toutes les informations concernant l'entreprise elle-même sont rapatriées dans l'application sans qu'il y ait besoin de saisir. Voilà. Et ensuite, donc le dossier, il est ramené, il est poussé vers l'acheteur public in fine. Notre promesse, c'est pour l'entreprise de passer de 2 heures pour constituer son dossier à 10 minutes, un quart d'heure. Son dossier, attention, on ne simplifie pas l'ensemble des marchés publics, on simplifie la candidature au marché public. La partie administrative. La partie administrative. Pour que les entreprises puissent se consacrer uniquement à la partie technique de l'offre. Exactement. Ça fonctionne tout ça sur le principe de la confiance. Premier principe de confiance, c'est que en fait, on supprime la signature au moment de la candidature. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la sécurité apportée par la plateforme remplace la signature de l'offre. Et c'est un principe de déclaration sur l'honneur. Donc voilà, donc on crée un cercle de confiance autour de la candidature et on la simplifie. Aujourd'hui, on représente environ 10% des marchés publiés en France. Vous me direz, c'est pas beaucoup, et en même temps, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus un dispositif expérimental, c'est un dispositif qui est en phase industrielle sur un certain nombre de collectivités. C'est-à-dire que quand vous allez à Poitiers, quand vous répondez à un marché à Poitiers, c'est 100% dématérialisé. Et c'est 100% avec MPS. On relie très fortement le 100% des maths à MPS. Pourquoi ? Le 100% des maths d'octobre 2018 qui arrive donc très vite. Pourquoi ? Parce que notre conviction, c'est qu'on ne peut pas on peut pas passer de 5% de démat ou 10% de démat à 100% de démat dans les échanges entre les entreprises et les acheteurs sans revoir le processus d'achat lui-même et sans simplifier les choses. Parce qu'on peut faire de la dématérialisation sans forcément faire de la simplification. J'en viens maintenant, parce que j'ai dû pas mal parler déjà, j'en viens à la relation... Quelques listes de pièces qui sont remontées par l'appli MPS, rapidement. Alors il y en a une douzaine, je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais vous citer les plus importantes. L'attestation fiscale, l'attestation sociale, la déclaration travailleur handicapé pour les entreprises de plus de 20, les plus importants certificats en matière de travaux publics, OPKIBI, Calibat, ProBTP, la carte professionnelle ProBTP. Voilà, un certain nombre de pièces comme ça, il y en a 12 au total, je ne vous les présenterai pas toutes. Vous ne les demandez plus, en tant qu'acheteur, vous ne les demandez plus aux entreprises. Ce qui permet en interne aussi de gagner du temps, parce que vous n'avez plus à relancer les entreprises pour avoir ces pièces. On connaît la galère des acheteurs qui courent après les pièces, qui doivent être renouvelées en plus tous les 6 mois pour certaines d'entre elles, etc. Donc on enlève cette phase-là. Le DUM ? Le DUM. Alors, je reviens sur les obligations concernant le DUM. Aujourd'hui, l'obligation qui pèse sur les acheteurs concernant le DUM, elle est relativement légère puisque vous êtes tenu d'accepter une candidature papier. Vous êtes tenu d'accepter un DUM papier. C'est aussi léger que ça. Je crois que dans la salle, s'il y a des acheteurs, je ne sais pas combien ont reçu vraiment des DUM. Je pense que ça doit se compter sur les doigts de la main. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un sujet. À partir du 1er avril 2018, le e-DUM, c'est qu'en fait, vous serez tenu de recevoir des candidatures sous forme de DUM, de document unique de marché européen, sous format électronique. Et l'AIFE est en train de préparer un outil qui vous permettra de recevoir ce DUM électronique. Mais au-delà, je vais aller maintenant au-delà de cette obligation, parce que les obligations, c'est pas ça qui guide les choses profondément. Au-delà de ça, ce qu'on veut faire du DUM,
c'est un outil, c'est l'outil à terme de réponse au marché public sur la partie candidature qui sera unique. C'est-à-dire qu'à terme, MPS devra être remplacé par le DUM qui aura intégré toutes les fonctionnalités de simplification qui sont aujourd'hui présentes dans MPS. Vous aurez le même principe en termes de suppression du DC1, DC2, du formulaire, et le même principe de fonctionnement en matière de suppression des pièces justificatives. Voilà pour ce qui est du DUM, donc qui est l'avenir de MPS, si j'ose dire, dans le cadre de la préparation du 1er octobre 2018. D'accord, merci Georges. On prendra un petit peu de temps, s'il nous en reste à la fin, pour répondre à vos questions. Donc maintenant sur la partie ouverture des données essentielles, donc octobre 2018 aussi, transparence des marchés. Donc Romain, plusieurs questions. D'abord, quelles seront les données concernées donc par l'ouverture des données essentielles, et puis comment elles seront récupérées donc par les collectivités et puis éventuellement aussi par les autres pouvoirs adjudicateurs, parce que ça sera peut-être pas forcément le même chemin. Et puis surtout, qu'est-ce que ça pourra apporter aux acheteurs publics demain, voilà, d'avoir toutes ces informations. Tout ça en quelques minutes. Merci. Alors on va essayer d'être synthétique. Bonjour à tous. Les données concernées par les données essentielles, on entend toutes les données de la création jusqu'à la notification du marché. Donc on est quand même sur une petite partie de la totalité de la chaîne de valeur de la donnée relative à la commande publique. Je vais pas vous citer l'ensemble des champs, mais en gros c'est l'identifiant unique de marché, des informations sur l'acheteur, avec notamment son SIRET, qui est quand même une information essentielle qui va nous permettre à tout un tas d'acteurs qu'on intègre dans nos réutilisateurs de données publiques, de développer des services innovants basés sur ces données, des informations aussi sur les montants des marchés, donc des données quantitatives qui sont quand même essentielles, qui au demeurant nous sont demandées depuis quand même un certain nombre d'années déjà. La politique Open Data ne date pas d'hier, ça a été créé donc en février 2011, on est aujourd'hui en février 2018. Force est de constater que les données sur la commande publique, elles existent, on en a un certain nombre, mais elles sont toutes sur des référentiels différents, d'où la nécessité aussi d'avoir ce référentiel unique sur les données essentielles, qui a été entériné dans l'arrêté du 14 avril 2017. Donc c'est déjà quand même une force en soi d'avoir une structure commune de données qui, par ailleurs, est basée sur un référentiel de données qui existe au niveau international, qui s'appelle l'Open Contracting Data Standard. Donc l'objectif, à terme, c'est aussi de pouvoir comparer les données qu'on va récupérer, les données essentielles au niveau national, avec les données essentielles qui seront produites par d'autres administrations dans d'autres pays. Et ça, c'est quand même un enjeu aussi très important en matière de transparence et en matière notamment de lutte contre la corruption. La modalité de récupération des données, aujourd'hui, on est sur différents modes de fonctionnement propres à certaines structures. Donc on a en gros un flux de données qui concerne l'ensemble des marchés passés à l'échelle des territoires qui aujourd'hui donc vont être récupérés à travers un flux de données qui existe déjà, qui s'appelle le flux de données Helios. Donc la Direction générale des finances publiques travaille sur la mise en œuvre ce qu'on appelle d'un PES marché, protocole d'échange standard, dans lequel on aura 3 obligations qui seront réunies: une obligation de publication des données essentielles, une obligation de publication des données auprès de l'Observatoire économique de la commande publique, donc données qui seront directement versées à la direction des affaires juridiques de Bercy, et enfin toutes les données, on va dire comptables et financières, qui sont produites à l'échelle locale et qui vont permettre à la Direction générale des finances publiques de piloter les politiques publiques en la matière. Donc on centralise cette obligation dans le PES marché, pour bien évidemment une partie des acheteurs, on ne parle pas de la totalité du périmètre. Il y a un travail qui est en train d'être fait notamment donc avec l'AIFE pour récupérer les données aussi relatives à l'administration centrale et aux opérateurs. Donc là on parle du flux de données place, et il reste encore une 3e catégorie d'acteurs, ce sont donc les opérateurs qui n'ont pas de comptabilité publique, les offices HLM notamment. Donc là il va y avoir un travail spécifique à faire pour les intégrer dans
dans ce flux. Donc vous voyez bien que l'échéance du 1er octobre 2018, elle arrive très très vite, qu'aujourd'hui on va être très certainement très juste au niveau du timing. Donc on a déjà commencé à travailler pourtant depuis l'année dernière sur l'industrialisation de la mise à disposition de ces données. Avec les éditeurs de... Avec les éditeurs de profils d'acheteurs notamment. Je pense que les éditeurs de solutions de gestion financière aussi doivent être intégrés dans la réflexion, car l'obligation ne pèse pas sur data.gouv.fr, mais pèse bien sur les profils d'acheteurs. La publication de ces données essentielles doit être effective de manière intelligible sur les profils d'acheteurs. Donc le fonctionnement tel qu'on l'a identifié, en tout cas sur notre premier périmètre d'expérimentation avec la Direction Générale des Finances Publiques, c'est déjà de mettre à disposition les données essentielles sur la plateforme data.gouv.fr avec un découpage par SIRET d'acheteurs, donc d'entreprises. Donc l'idée c'est de pouvoir regrouper ensuite pour l'ensemble des profils d'acheteurs leur propre périmètre et de reconstituer sur leur propre profil d'acheteurs l'obligation légale telle qu'elle pèse sur ces derniers. Et bien évidemment, Etalab et la DINSIC se positionnent comme accompagnateurs dans cette démarche. On essaye d'organiser des réunions, on en a organisé une en fin d'année dernière, une autre s'organisera très certainement début mars. L'objectif étant bien évidemment de pouvoir vous donner un peu de visibilité sur la manière dont tout ça se met en œuvre et de pouvoir anticiper cette obligation légale qui arrive très vite. Donc la finalité de tout ça, il y en a plusieurs, hein. Je parlais tout à l'heure de lutte contre la corruption à l'échelle internationale, ça c'est un premier enjeu, mais au niveau local on voit déjà qu'il y a des vraies politiques publiques en matière d'achat pilotées par la donnée, notamment sur l'identification et la comparaison des entreprises sur des secteurs donnés, donc donner plus de pouvoir aux acheteurs publics afin qu'ils aient le choix et surtout qu'ils aient une vision extrêmement claire des différents acteurs avec lesquels ils vont être amenés à travailler. Ça peut être aussi faciliter des circuits courts dans certaines zones géographiques ciblées. On a des observatoires régionaux de la commande publique qui sont en train de se créer et pour lesquels cet enjeu de pilotage des politiques publiques par la donnée est un enjeu essentiel. Donc les données essentielles telles qu'elles seront publiées vont être un des moyens de répondre à cette attente et justement pouvoir faciliter aussi l'intégration des PME, TPE sur les marchés publics, parce que de nombreuses entreprises, de petite taille notamment, ne sont pas forcément suffisamment bien dimensionnées ou n'ont pas forcément d'informations sur les marchés publics, et les données essentielles peuvent être un bon moyen justement de rabaisser cette barrière à l'entrée et de faciliter les interactions entre acheteurs publics et entreprises. Merci Romain. Donc en fait, la partie technique, les acheteurs n'ont pas forcément de stress à avoir sur la partie technique. Tout à fait. L'objectif, c'est effectivement qu'on industrialise de notre côté. Il y a déjà des flux qui existent. Donc l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue et de repartir sur l'existant. Bien évidemment, je pense qu'il va falloir on va avancer de manière très pragmatique, mais l'idée, c'est quand même de s'inscrire dans cette logique d'état plateforme telle qu'on la porte, avec la capacité justement d'APIfier à terme au maximum l'ensemble de ces échanges de données, de créer un maximum d'interopérabilité et surtout de permettre de réconcilier un petit peu ces deux mondes, acheteurs publics et écosystème d'entreprises qui, à mon avis, ont beaucoup de choses à s'apporter mutuellement. D'accord, merci. Donc la question c'est plutôt alors du coup sur le tout des maths et comment s'organiser, puisque si on impose la dématérialisation aux opérateurs économiques demain, ça veut dire qu'aussi les collectivités doivent être en mesure de signer électroniquement et puis de suivre toute cette donnée-là. Donc signature veut aussi dire parapheur électronique, certainement, archivage. Donc voilà, donc la deuxième partie de cet atelier, c'est plutôt je suis opérateur, je suis acheteur, comment me préparer? Il reste 8 mois, tout le monde n'est pas dans le même espace-temps. Donc du coup, on va faire 3 retours d'expérience, d'apport de Maximilien, pour nous expliquer un petit peu, Daniel, si tu peux, pendant que je vais passer les slides sur la partie présentation rapide, mais surtout d'expliquer qu'est-ce que Maximilien fait pour ses acheteurs pour être prêt en octobre 2018. Alors, merci. Donc Maximilien, c'est un service public mutualisé qui regroupe aujourd'hui pas loin de 200 acheteurs de la région francilienne. Et c'est surtout un portail d'avis qui est vu par 32 000 entreprises. Portail d'avis sur lequel on a un certain nombre de services côté entreprise pour les
inciter à aller à la commande publique, comme l'expliquait Romain. On a besoin d'inciter nos entreprises à aller sur la commande publique, quelle que soit leur taille. En particulier, on a mis un certain nombre de choses en place, une programmation achat, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener les acheteurs à diffuser sur le portail Maximilien l'ensemble de la programmation achat. On a bien sûr une application mobile, mais qui est plus là pour recevoir des alertes en disant tiens, il y a un marché qui correspond à mon besoin qui va être publié. Et puis, on a mis en place aussi un certain nombre d'outils en particulier une bourse à la co-étrotétance. Donc, dans le cas de MPS, Georges a parlé qu'on simplifiait côté entreprise, mais on a aussi travaillé, nous, sur la simplification des entreprises qui veulent travailler en groupement, soit sous forme de groupement à un mandataire et un co-traitant, ou mandataire, co-traitant, sous-traitant. Et en fait, tout ça, ils peuvent se déclarer au sein du portail Maximilien et les acheteurs vont retrouver les groupements mis en place. Et puis, pour faciliter, je dirais, le tout des maths, le but, on a commencé à prendre la partie, la chaîne complète en travaillant de la source jusqu'à l'exécution. Les éléments qu'on met en place pour accompagner nos acheteurs, on a des ateliers découvertes mensuels où on présente en fait la plateforme, les outils et quels sont les tenants et les aboutissants par rapport à l'évolution réglementaire. Et puis on a aussi des ateliers tout des maths où en fait tout acheteur peut s'inscrire sur le site Maximilien, venir à l'atelier où on présente les évolutions réglementaires, les techniques mises en place. On parle de MPS, on parle du DUM, on parle aussi de la future plateforme Maximilien telle qu'on la voit dans le sens de la démat et comment on a imaginé, comment on a préparé pour eux 2018 et puis quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on met en place. Avec un certain nombre de choses, on a des outils de conduite du changement et surtout, dans la gouvernance de Maximilien, on a un point important. On a mis en place un comité qui est en fait l'ensemble des opérateurs économiques, donc ils siègent dans le économie et sociale, où il nous faut remonter les problèmes rencontrés en terrain. Des fois, sur un marché, ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils ont peut-être eu un problème technique, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était attendu d'eux, ou parce que la plateforme n'a pas évolué dans le sens qu'ils attendaient. Donc, ils nous font des fois des préconisations sur leurs besoins. Et tout ça nous amène petit à petit à les préparer tous pour 2018, parce que 1er octobre 2018, je dirais, c'est demain. Et donc, déjà... il faut préparer à la fois les acheteurs et à la fois les entreprises. Tout à fait. D'accord, merci. Donc du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément les outils qui seront qui seront pas prêts en octobre 2018, mais c'est plutôt les personnes. Et du coup, voilà, je voulais interroger donc Maciek pour savoir comment ça se passait en Bourgogne-Franche-Comté, comment vous les accompagnez, parce que du coup, c'est pas forcément des problèmes techniques, mais c'est surtout peut-être aussi des questions d'organisation et comment vous, en Bourgogne, vous accompagnez ces structures-là. Exactement. Alors, vous avez entendu des dispositifs qui sont mis en place en Ile-de-France avec Maximilien. Tout à l'heure, je vais laisser la parole à Mégalice Bretagne. Je vais vous parler de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez voir que parmi nos 3 organismes qu'on appelle les mutualisateurs, nous cherchons tous les 3 à répondre au même objectif qui est celui de rendre accessible les solutions innovantes qui visent à répondre aux obligations et à professionnaliser la fonction achat. Nous partageons également certaines solutions techniques et travaillons ensemble pour coordonner nos efforts. Accorder nos violons ont vu des évolutions. Il y a quand même une différence profonde entre nos 3 régions. La Bourgogne-Franche-Comté est incontestablement le plus beau plateau des fromages et des vins de France. Mais derrière cette boutade, je voulais vous parler de la réalité qui se cache derrière la réalité du territoire qui est très rural. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est un peu moins de 4000 communes, dont la taille médiane se situe quelque part aux alentours de 250 habitants. 250 habitants, ça veut dire donc très peu de ressources humaines et financières pour mener les projets informatiques. Donc c'est notre raison d'être, c'est pour cela que le GIP a été créé en 2004 pour servir ces petites communes et 14 ans après, en 2018, nous y sommes encore. C'est pas la fin de l'histoire, il y a encore du pain sur la planche. Notre parti pris, notre conviction profonde, c'est qu'au-delà des solutions informatiques, des salles des marchés,
qui sont indispensables. Il faut avoir un profilage terre pour répondre aux obligations. C'est une mesure indispensable mais insuffisante. Ce qu'il faut au niveau de nos régions, c'est de l'accompagnement, de la sensibilisation, de la formation. La première chose qu'on fait quand on arrive sur le terrain, c'est qu'on explique exactement sur quoi portent les obligations pour ensuite dire quelles sont les différentes manières de répondre à ces obligations-là. Donc on nous appelle, on nous dit racontez-moi un peu l'histoire, comment je me prépare à cette échéance de 2018 qui commence et qui continue à faire peur, qui est appréhendée. Donc il n'y a pas une recette classique. On ne peut pas transposer la solution mise en place dans une collectivité. On ne peut pas dire vous faites exactement la même chose. Ça dépendra forcément du contexte de chaque collectivité, de son existant informatique, organisationnel, de ses souhaits, de ses moyens, bien évidemment. Donc on va dire qu'en fait, cette marche à monter, elle n'est pas très élevée. Les solutions, les infrastructures sont déjà en place. Ce à quoi il va falloir penser, c'est donc d'avoir un profilage terre disponible en permanence pour les données essentielles, par exemple pour le recensement des profilages terre qui est également obligatoire à la même date. Il va falloir modifier, adapter le règlement de consultation pour ne faire apparaître que le mode de réponse électronique et surtout penser à la conduite de changement. La conduite de changement à l'intérieur des collectivités au niveau des différents services ordonnataires, mais surtout aussi à destination des entreprises, en ayant bien évidemment le réflexe MPS aujourd'hui et le DUM électronique demain. Qu'est-ce qui est le plus difficile à convaincre? Est-ce que c'est les agents dans les collectivités, les élus, les entreprises pour passer au tout des maths? Je pense que le plus difficile, c'est de décrocher un entretien. Quand on explique les choses, on nous dit « Ah bah au final, c'est pas si compliqué que ça ». Mais il y a une complexité perçue quand on regarde ces thématiques de loin qui est très élevée. Et ce qu'il ne faut pas oublier que la dématérialisation des marchés publics, c'est un sujet parmi beaucoup de sujets d'actualité que les collectivités doivent traiter en ce moment. Donc il y a ce palier minimum, je me limite uniquement à la réponse à l'obligation. C'est une façon de faire qui peut être audible, qui peut se comprendre, et puis il y a une démarche beaucoup plus poussée et qui va dépendre donc de ce contexte interne de chaque collectivité. On peut vouloir outiller d'autres phases de cycle de vie d'un marché public au-delà de la phase de passation sur laquelle portent les obligations. On peut avoir des outils d'aide à la rédaction, le parapheur électronique, les certificats de signature, les outils de gestion de suivi, les tiers de télétransmission. C'est on peut ou on doit, puisque voilà, en octobre on va devoir signer, donc du coup est-ce que c'est... Alors normalement, si ma lecture est exacte, les textes disent que l'acte d'engagement peut être signé électroniquement. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation tant que la collectivité ne dit pas dans son règlement de consultation qu'elle exige la signature électronique. Mais aujourd'hui, il y a encore une marge de manœuvre qui est relativement large laissée aux collectivités pour concevoir sa dématérialisation. Mais si on veut aller vers le tout des maths, ça veut dire que l'offre de l'attributaire devra être signée électroniquement un jour. Exactement. Le flux des marchés publics s'articule avec d'autres flux pivots d'une collectivité. C'est l'envoi au contrôle de légalité, c'est le flux comptable, c'est l'archivage. Donc c'est un élément qui doit s'inscrire dans une vision complètement transverse de ces documents des marchés publics, et c'est ce que disait Jean Maillat, l'ancien directeur de la DAJ, en précisant bien qu'il faut concevoir la dématérialisation comme un tout. D'accord, donc ça veut dire que ça implique tous les services d'une collectivité, en tout cas au moins la DSI, les services opérationnels, la commande publique, les services financiers. Exactement. Et si je reviens à la thématique, au sujet de l'atelier qui consistait à savoir en quoi les plateformes mutualisées permettent de répondre à ces obligations de 2018, je pense que c'est surtout la notion de conseil d'accompagnement qui est très fort chez nous, qui permettra justement à la collectivité, plutôt que d'être dans une relation unilatérale avec un éditeur par rapport à une solution particulière, d'avoir une vision globale. C'est le premier point. Le second, c'est notre participation à des programmes d'État en tant que pilote, le MPS, le DUM, les données essentielles. Voilà, on est là pour la remontée de terrain d'une part, et d'autre part pour redescendre l'information venant des instances nationales. En expliquant qu'il y a des petites communes qui doivent aussi avoir leur mot à dire et que c'est pas toujours facile. C'est bien ça. Merci Massiek. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer comment, en Bretagne, vous avez pris à corps le sujet de la démat? Qu'est-ce que services vous avez mis en place pour accompagner les collectivités? Est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'en Bourgogne? Est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'en Île-de-France? Parce qu'en Île-de-France, en Seine-et-Marne, il y a plein de petites communes aussi. Alors elles n'ont pas 200 ou peut-être 300 habitants, mais la problématique est souvent quand même la même.
Oui, en tant que mutualisant, on partage les mêmes enjeux que nos homologues. C'est de mutualiser les moyens et les outils. Donc c'est pour ça que dans le cadre de l'accompagnement que nous propose aux collectivités, l'outil en tant que tel nous paraît pas central, puisque la solution, c'est pas qu'elle est toute trouvée, mais ils ont Mégalis, ils ont Bourgogne-Franche-Comté, ils ont le GIG Maximilien, donc ils ont accès à des parapheurs électroniques, à des profils d'acheteurs. Pour nous, l'essentiel du sujet n'est pas là, c'est derrière qu'est-ce que j'en fais et comment je tire pleinement les bénéfices de l'usage de ces outils-là. Donc derrière, c'est le changement des pratiques, principalement, parce que je peux dématérialiser un ensemble de choses grâce à des outils, mais si derrière je ne partage pas ces outils, si derrière je ne partage pas les méthodes, je peux, moi, service marché, utiliser mon profil d'acheteur à fond. Je fais signer électroniquement, je fais tous les échanges par mail, tout va très bien. Je dois télétransmettre mon budget au contrôle de légalité. Là, on le réimprime et on l'envoie par la poste. Aucun intérêt, on a perdu tout ce qu'on a fait avant. Pareil, le marché, c'est une pièce qui doit être transmise au comptable public. Si je la réimprime pour la lui transmettre, aucun intérêt non plus. Donc derrière, c'est d'avoir cette globalité-là. Et nous, dans le cadre de l'accompagnement qu'on a fait auprès de collectivités pilotes, ce qu'on a voulu proposer, c'est un kit méthodologique et documentaire. C'est, suite à l'accompagnement de ces pilotes, de donner des pistes pour se dire, le 100% des maths, c'est quoi, comment j'y vais, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc derrière ça, on a essayé de découper ça en différents modules assez simples. Vous voyez, c'est se préparer à passer un marché dématérialisé, dématérialiser la procédure. C'est vraiment des choses assez concrètes. Comment je fais ça? Et derrière, avec les modules complémentaires, si j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai des ressources. Ce qu'on a remarqué dans l'accompagnement des pilotes, c'est qu'il y a une grosse phase, c'est communiquer avec les entreprises. Parce que c'est des partenaires. Si je peux, moi, imposer la réponse électronique, si je ne transmets pas l'information aux entreprises, si je ne fais pas en sorte d'avoir eu un dialogue avec eux pour répondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs interrogations, je vais difficilement avoir des réponses électroniques à mes marchés. Donc c'est une grosse phase. Il y a la phase de pilotage et de cadrage. Aussi, c'est de s'organiser en interne. Alors le cadrage et le pilotage, c'est des grands mots. Ce qu'il faut retenir, c'est dans la collectivité, c'est de la gestion de projet. Voilà. L'objectif, on dématérialise entièrement nos processus de marché. Comment on y arrive? Qui est concerné dans la collectivité? Avec qui je dois échanger? Et surtout, je dois associer un maximum de personnes. Comme je disais tout à l'heure, si le service marché fait les choses dans son coin, si les autres services ne partagent pas, quelles sont vos difficultés, vos enjeux? Si par exemple le service marché a bien son petit parapheur électronique à lui, mais que les autres n'y ont pas accès, à un moment, il va falloir partager les documents, comment on fait. Donc le principe pour nous, c'est la transversalité. C'est vraiment d'avoir cette vision, d'associer tout le monde, de se poser des jalons et des périmètres. On le disait, on est à 8 mois de l'obligation. Il est encore temps de se lancer, il n'est pas trop tard. Il ne sera pas trop tard. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se poser les questions. Nous, on part du principe que pour les grosses collectivités qui sont organisées en service avec beaucoup de personnes, il va falloir cette mise en place de cadrage, de pilotage, parce que l'adaptation des pratiques va être très difficile, plus difficile, parce qu'on a différents services qui pendant des années ont fait chacun un peu dans leur côté. Nous, on dématérialise tout, nous, on dématérialise rien. Donc la DSI a un rôle important aussi à jouer sur son schéma directeur pour intégrer tous ces éléments-là. Complètement, avoir un chef de projet identifié au sein de la collectivité qui va un peu centraliser toutes les demandes, tous les besoins, qui va faire le lien entre les différents services, c'est jamais évident. Donc l'avantage dans une petite commune, c'est que c'est la même personne qui a tous les rôles. Donc, mais en même temps, elle doit se poser les mêmes questions. Tout à fait. Moi, j'étais secrétaire de mairie pendant 5 ans dans une mairie de 1300 habitants. Je suis un peu tout seul sur les marchés. Je veux dire que si demain, j'aurais dû passer au 100% des maths, hormis discuter avec l'élu qui allait signer électroniquement le marché et le charger des travaux, ça n'allait pas non plus me bousculer trop dans mes pratiques. Mais il faut se poser la question si on veut tirer tous les bénéfices. Donc voilà, ce kit, il est librement téléchargeable. Donc, oui, donc c'est ce que j'allais te demander. Donc le kit, sans utiliser ce kit pour le 100% des maths, on peut l'utiliser sur toute la France, il est partageable. D'accord. Basiquement, c'est de la gestion de projet. C'est rien de plus compliqué que ça. C'est justement essayer d'outiller derrière et de donner des pistes. Par quoi je commence? De faire l'état des lieux, de me fixer des objectifs, de voir qui j'associe, et puis se fixer un périmètre. Je ne vais peut-être pas tout dématérialiser d'un coup. Je vais commencer par les échanges, ensuite la signature électronique. Et ça prend pas 6 mois non plus. C'est sur un marché spécifique, je me rends compte, tiens, j'ai déjà 80% de réponses dématérialisées. Ça va être ça ma phase pilote, ma phase test, où je vais dire je vais aller jusqu'au bout avec ces entreprises-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les intervenants. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. À peine 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des choses complémentaires que vous souhaitiez rajouter? Merci.
Moi j'avais une petite question plutôt sur le PES marché, qui est un peu ce qui va arriver après. J'ai l'impression en termes de planning justement c'est assez flou pour nous, on n'a aucune idée du timing qui arrive là-dessus. On parle du MPS, on parle du DUM, le PES marché arrive et va répondre aux obligations notamment, et plus, mais sous quel délai et quelles sont nos obligations là-dessus? Alors, concernant, il y a une expérimentation, parce qu'on a un partenaire, la région Bretagne, avec qui on travaille sur la remontée de ces données, qui est censé être le réceptacle, même en avance de phase de ces données, afin de commencer à travailler sur des usages autour des données essentielles. Mais on est normalement dans une échéance fin mai 2018 pour une mise à disposition des données en open data. Bonjour, je travaille auprès du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, notamment sur la possibilité de favoriser l'accès des entreprises de l'ESS au marché public. Donc je me réjouis beaucoup que vous soyez tous réunis. Merci aux organisateurs et d'entendre tout ce que vous dites sur les outils de simplification d'accès au marché public. Donc ma question, elle est peut-être trop pointue pour avoir une réponse ici, mais elle fait partie quand même de cet ensemble. Donc il existe des clauses spéciales environnementales, sociétales, sur lesquelles d'ailleurs il y a des travaux en ce moment. Est-ce que ça fait également partie de vos champs de réflexion? Merci. Merci d'avoir posé cette question. En fait, Maximilien, depuis 3-4 ans, travaille sur les clauses sociales et a une mission justement de développement des clauses sociales dans les marchés publics. Et un certain nombre d'outils ont déjà été conçus pour permettre justement aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et circulaire de pouvoir intégrer des marchés. Donc on suit le nombre de marchés closés, quelles sont les clauses. On est en train de mettre en place justement un observatoire des clauses sociales et on en discutait ensemble juste avant la conférence pour savoir comment on pourrait travailler avec Etalab pour remonter ces données, pour qu'on puisse vraiment pouvoir analyser. Donc c'est le gros enjeu sur 2018 pour Maximilien, de mettre en place cet observatoire des clauses sociales. Et essayer justement, parce qu'on a parlé de données essentielles de marché public, et il existe donc le format qui a été défini aujourd'hui, et puis on a ce qu'on appelle le format étendu. Et Maximilien va essayer de travailler, on s'est rapproché déjà d'Etalab pour voir comment on pourrait travailler sur le format étendu, uniquement sur la partie clause sociale, pour que quel que soit l'endroit, quel que soit l'acheteur, qu'on ait une définition propre de ces données. Donc pour l'instant on est en état de réflexion, mais le but c'est d'arriver justement à identifier et mettre en publication ces données-là. C'est l'importance de pouvoir relier à la fois la partie technique et à la fois aussi des achats responsables, à la fois sur les aspects sociaux et environnementaux. Donc ça, tout le monde y travaille, et je pense que les travaux qu'on mènera, de toute façon, seront partagés avec les autres plateformes, via notamment Etalab, qui pourra justement faire ce rôle. Alors oui, dans tous les cas, on sera clairement sur des sujets mutualisables, et c'est d'ailleurs le propre de tous les projets sur lesquels on travaille, c'est qu'il y ait une montée à l'échelle possible pour l'ensemble des acteurs. J'insiste vraiment sur cette distinction entre les données essentielles telles qu'elles ont été définies dans l'arrêté du 14 avril 2017 et le format étendu qui pour nous est un enjeu essentiel, sans vous embrouiller le cerveau avec avec des termes. L'idée c'est quand même de pouvoir travailler, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que les données qui portent de la création jusqu'à la notification, c'est bien, mais loin d'être suffisant. Nous, les demandes qu'on nous remonte, c'est des demandes qui vont beaucoup plus loin, notamment sur l'exécution des marchés. Les clauses sociales, environnementales sont elles aussi largement demandées, et ça on le voit dès qu'on organise des événements ouverts. Donc on est clairement disposé à travailler dessus. Le GIP Maximilien, par l'intermédiaire de Daniel, en tout cas, nous a déjà sollicité sur ce sujet. Donc on avancera avec grand plaisir sur cette prochaine étape. Dans votre intervention, j'ai cru entendre que concernant l'open data, cela pouvait faciliter les circuits courts. Je maîtrise pas bien le lien de cause à effet. Alors, si vous pouvez... en gros, là je faisais notamment référence à un exemple qui a été mis en place notamment en région Bretagne, où à travers la publication des données essentielles, parce que eux, en région Bretagne, ont déjà une petite avance sur un certain nombre de régions. C'est-à-dire que c'est une réflexion qui a déjà été initiée à travers une association qui s'appelle MyBread Small Business Act, qui avait déjà commencé il y a quelques années à récupérer un certain nombre de données relatives à
certains départements, à certaines collectivités qui étaient proactives sur le sujet de la publication des données. Et une des data-driven policy qui a été mise en place au niveau local, c'était justement de pouvoir essayer d'alimenter les écoles, des cantines scolaires avec des producteurs qui étaient situés dans des zones proches de ces écoles, afin justement de limiter l'impact environnemental d'une part, et d'alimenter les cantines scolaires avec des produits de qualité et qui correspondaient à un certain cahier des charges qui avait été défini en amont. Et ça a été fléché et préidentifié, notamment en identifiant les agriculteurs, les entreprises, notamment à travers les SIRET qui avaient été analysées dans les données essentielles telles que publiées en amont. C'est pour ça que j'insiste aussi sur la nécessité de travailler effectivement sur ces données essentielles qui sont utiles mais pas suffisantes, mais qui peuvent, si on dispose d'une grande quantité de données, représenter une réflexion assez stratégique pour l'ensemble des territoires et aussi au niveau de l'administration centrale. On sous-utilise ces données, on pourrait faire beaucoup plus d'anticipation, optimiser davantage l'achat public tel qu'il existe aujourd'hui. Je pense qu'on est tous conscients de l'urgence du sujet, peut-être des excès qu'il y a pu avoir aussi par le passé sur la manière dont les marchés publics ont été utilisés. C'est un des moyens qui est clairement identifié pour répondre à cette problématique. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, voilà, les structures qui sont ici sont présentes aussi sur l'espace dédié aux structures mutualisantes, donc n'hésitez pas à venir les retrouver. Merci à tous et merci aux intervenants.